Entrez ici. On va mettre le petit jingle d'hier pour ceux qui n'étaient pas là. Ah, le pognon. Du pognon qui descend forcément parce qu'on va parler d'Arabie Saoudite aujourd'hui. On est parti d'une information. La Super Coupe d'Italie aura lieu de nouveau en Arabie Saoudite en janvier. Vous avez bien lu, Super Coupe d'Italie en Arabie Saoudite. C'est un événement de plus en Arabie Saoudite. On s'est dit qu'on n'avait pas encore ouvert le dossier finalement Arabie Saoudite dans nos pourquoi quotidiens. Pourquoi l'Arabie Saoudite va devenir l'épicentre du sport mondial? J'emploie le futur et pas le conditionnel parce qu'il y a une vraie frénésie d'organisation d'événements sportifs. Vous allez voir des images de fou. Mais avant de parler de ça, on va te parler aussi du problème de l'Arabie Saoudite, ce qui fait que ce pays est controversé, très controversé à l'échelle mondiale. L'Arabie Saoudite, on parle d'un pays qui est extrêmement répressif, seul pays qui n'a jamais ratifié la déclaration des droits de l'homme. Les femmes saoudiennes n'ont que très peu de droits, la liberté d'expression n'existe pas, les opposants sont emprisonnés voire tués, l'homosexualité est toujours passible de peine de mort. C'est important de le dire, c'est important de commencer par ça, parce que factuellement, ça ne va pas changer notre pourquoi qui n'est pas une question. Pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de devenir l'épicentre du sport mondial? Toutes ces raisons n'empêchent pas, par exemple, l'organisation de grands événements sportifs, de grands événements footballistiques. On a parlé de la Super Coupe d'Italie. Il n'y a pas que la Super Coupe d'Italie. Il y a la Super Coupe d'Espagne, par exemple, depuis 2021. Et donc des Real Barça en Arabie Saoudite en compétition officielle. La Coupe du Monde des clubs. La Coupe d'Asie en 2027, sans compter l'éventuelle Coupe du Monde que l'Arabie Saoudite pourrait avoir en 2034. C'est quasiment fait. C'est pas officiel, mais c'est officieux. Mais est-ce que tout ça passionne vraiment les Saoudiens? En tout cas, contrairement au Qatar, les stades sont pleins en Arabie Saoudite parce qu'il y a plus de monde. Forcément, c'est vrai qu'au Qatar, quand on a deux clubs étrangers qui s'affrontent en Arabie Saoudite, ça donne pas forcément de grande ambiance. Regardez ce que donnait sur la chaîne L'équipe la Super Coupe d'Italie l'année dernière pour le match entre l'Inter et Napoli. Attention, grand spectacle. Quand même un sacré show pyrotechnie en Arabie Saoudite pour un match de Super Coupe d'Italie. Restez avec nous parce que vous n'avez rien vu. L'Arabie Saoudite, depuis quelques années, c'est aussi beaucoup d'événements sportifs, omnisports, pas que football, sport automobile. On a le Dakar depuis 2020 sur la chaîne L'équipe, la Formule 1, le golf avec le LIV, circuit parallèle très lucratif, la boxe avec de très gros combats, le tennis, les Next Gen ATP Finals, l'équitation, Coupe du Monde à Riyad, et même le ski, les Jeux asiatiques d'hiver qui vont être organisés en Arabie Saoudite. Vous avez bien entendu, et là encore, je vous le dis, je vous tease, hein, mais restez avec nous parce que les images, elles sont absolument cinglées. C'est vrai que c'est dingue. Mais ce sont de vrais gros événements, c'est pas des petites sucreries comme ça. La boxe, par exemple, Riyad a tout simplement remplacé Las Vegas dans l'épicentre, dans la Mecque quelque part, des événements de boxe. Depuis 2019, par exemple, regardez tous les grands combats qui ont été organisés en Arabie Saoudite. Depuis 2019, on a eu l'équivalent d'un seul grand combat organisé à Las Vegas. Et encore, c'était en 2020. C'était il y a 4 ans. Côté golf, l'Arabie Saoudite a créé un circuit parallèle, a attiré certains des meilleurs joueurs mondiaux. C'est comme si finalement il y avait eu l'ATP parallèle créé par l'Arabie Saoudite et que Novak Djokovic et Alcaraz avaient décidé d'aller disputer ce tournoi-là, donc ne pas pouvoir disputer l'ATP. Oui, puisque Dustin Johnson ou John Ram, les plus grands golfeurs mondiaux, avaient quitté le circuit américain. En Formule 1 depuis 2021, il y a un Grand Prix, le Grand Prix de Jeddah. C'est un peu moins prestigieux que les autres Grands Prix, ce Grand Prix organisé. On est allé de demander à Eric Bilderman, grand reporter de la rédaction du journal L'équipe, il en a couvert beaucoup, des Grands Prix de Formule 1. Il nous confirme que c'est moins grandiloquent, mais il y a quand même quelque chose qui l'a marqué. Ils avaient organisé des buffets exceptionnels. Enfin, on mangeait royalement, ce qui était certainement le plus beau buffet du circuit de Formule 1 des 24 Grands Prix. Et puis la deuxième, troisième année, par contre, une fois qu'ils avaient fait quelque part leur show, c'était beaucoup plus ordinaire. C'était très bien, mais il y avait plus ces fastes du premier Grand Prix. Parce que c'était tout simplement une manière de rentrer dans la Formule 1. Parce qu'ils ont une idée derrière la tête au niveau Formule 1, l'Arabie Saoudite. Et Eric Bilderman vous en parle. Là, on est sur quelque chose de pharaonique. Ils sont sur le projet le plus fantastique certainement de l'histoire du sport automobile et de la F1, de créer un nouveau circuit dans une ville futuriste qui est en projet. Et ce circuit aurait des virages relevés qui seraient montés sur des pylônes de plusieurs dizaines de mètres de haut, qui seraient suspendus dans le vide. On est face à un projet pharaonique. Quoi qu'il en soit, dans les années à venir, l'Arabie Saoudite proposera un Grand Prix qui sera certainement le Grand Prix post-moderne le plus exceptionnel au monde. Et je suis sûr que vous avez envie de voir à quoi ça va ressembler. Ah oui, maintenant je veux voir ça. Eh bien, on va regarder. Accrochez-vous.
précise, hein, c'est une vidéo officielle. Oui. C'est une vidéo faut officielle pas tomber quand même, qui présente le projet. Alors ils sont encore en discussion avec la FIA pour savoir si c'est possible ou pas de mettre ces pylônes comme ça et de mettre un virage à 10 mètres de haut. Mais voilà, c'est officiellement ce que veut faire l'Arabie Saoudite en Formule 1. C'est pas fini. On a parlé du ski, on a parlé des Jeux asiatiques d'hiver qui seraient organisés, qui seront, c'est officiel encore une fois, organisés en Arabie Saoudite en 2029. Alors où est-ce qu'ils seront organisés? Ils seront organisés à près de 50 km de la mer, dans un endroit où les montagnes atteignent 2400 mètres. Parce que oui, il faut quand même préciser, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais il y a bien des montagnes en Arabie Saoudite, un endroit où le climat est plus propice, je ne vais pas dire à la neige, mais est plus clément, voilà, et plus frais qu'à Riyad par exemple. Ça va se passer à Trojena. C'est une ville futuriste qui est en cours de construction. Et alors là, j'ai pas les mots pour vous décrire ce que vous allez voir. Journey to new heights, a unique global destination driven by cutting-edge technology in NEOM. This is Trojena. Breathtaking architecture and innovative engineering fold seamlessly into the natural landscape. Ascend to a vertical village, a portal connecting the digital and the physical. The seasonal climate provides a multitude of high-altitude adventures in the Arabian Peninsula, with the region's first outdoor ski experience. Et en plus, il neige plus vite qu'ailleurs. Ça tombe d'un coup d'un seul. Merci les canons. Ouais, fort. Est-ce que ça va coûter cher tout ça? Oui, ça va coûter très cher, 500 milliards de dollars. Ça a commencé en février 2024, la construction. Alors ça, c'est le coût financier, puis il y a le coût humain aussi que va coûter ce projet. Pêle-mêle, regardons les petits problèmes que ça engendre selon une enquête de la BBC. Destruction des villages situés dans la zone choisie, arrestation d'opposants à l'expropriation, dont certains ont été condamnés à la peine de mort. Grosse inquiétude écologique puisque impossible de faire tenir la neige sans canon. On va utiliser un lac situé à proximité pour alimenter ces canons. Ça freine pas l'Arabie Saoudite qui, sachez-le aussi, est l'unique, on le disait, candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2034 et qui sera donc en décembre prochain officiellement l'organisateur de la Coupe du Monde 2034. Donc on a expliqué pourquoi ça allait devenir l'épicentre du sport mondial. Maintenant, on va expliquer le pourquoi du pourquoi. Pourquoi ils font tout ça, l'Arabie Saoudite? On a demandé à Pascal Boniface. Pascal Boniface, il est géopolitologue. J'ai bien dit son avis sur la question. Il nous répond très clairement. Il y a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est d'avoir une bonne image, que l'on parle de l'Arabie Saoudite, non pas pour les violations de droits de l'homme, pour un régime rétrograde ou l'assassinat de journalistes, mais pour les exploits sportifs, les compétitions sportives qu'elle organise. Et puis, il y a aussi une stratégie d'imitation. Ça a réussi pour le Qatar. L'Arabie Saoudite est plus riche que le Qatar, donc elle veut faire encore mieux que le Qatar n'avait fait, et notamment pour avoir la Coupe du Monde. Et effectivement, le Qatar a été un pionnier dans ce qu'il appelle le soft power, de sport washing aussi, finalement blanchir son image à travers le sport. On regarde juste la liste de ce qu'a organisé le Qatar. Ils sont encore un peu loin, l'Arabie Saoudite, par rapport aux événements organisés par le Qatar. On les a triés par ordre d'importance: la Coupe du Monde, Championnat du Monde d'athlé, Grand Prix du Qatar, Coupe du Monde de basket en 2027, ça c'est bientôt, Championnat du Monde de natation, Championnat du Monde de handball. Sauf que l'Arabie Saoudite a construit tout ça finalement en 3-4 ans, parce que ça fait que 3-4 ans que l'Arabie Saoudite organise des événements de cette envergure. Le Qatar, ça fait 20 ans finalement qu'ils investissent de cette manière-là dans le sport. Et puis le Qatar, c'est aussi des événements qui ne sont pas réguliers. C'est une fois dans l'année un championnat du monde qui reviendra 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. L'Arabie Saoudite, ils sont beaucoup plus réguliers et Pascal Boniface, il a son explication par rapport à ça. L'Arabie Saoudite est 10 fois plus riche que le Qatar, elle est beaucoup plus peuplée, c'est un pays beaucoup plus important et donc elle peut mettre beaucoup plus de moyens, surtout que les cours du pétrole sont toujours très hauts et que les grands projets de modernisation de l'Arabie Saoudite sont accompagnés. Et il y a un événement qui ferait passer l'Arabie Saoudite évidemment devant le Qatar 2036. Si c'est pas la Coupe du Monde, les JO. C'est les Jeux Olympiques. C'est évidemment dans le viseur de cette Arabie Saoudite organiser les Jeux Olympiques en 2036. Et malgré tous les problèmes de droits de l'homme qu'on a énoncés au départ, je pense que ça ne sera pas vraiment un souci pour les fédérations ou pour le CIO d'organiser ça. Voilà pourquoi l'Arabie Saoudite va devenir pour moi l'épicentre du sport mondial. Oui, parce qu'on peut rappeler où ont eu lieu les Coupes du Monde 2018 et 2022. Ou les Jeux Olympiques de 2008, par exemple. Ou les Jeux Olympiques, bien sûr, de 2008. Dans un instant, on parle de ça, ce pourquoi. Pourquoi l'Arabie Saoudite devient l'épicentre du sport mondial. Excellent pourquoi, comme d'habitude, Adrien. Vous restez avec nous, on aura le foutoir. Et on parlera notamment de l'interview de Pablo Longoria. Et on vous parlera du PFC qui va être acheté, non pas par l'Arabie Saoudite, mais par LVMH, groupe français, et Red Bull qui prendra une petite partie. Vous restez avec nous. Le débat arrive dans un instant. De
De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Dans un instant, on vous dira tout sur le rachat du PFC par LVMH et Red Bull. Gros projet pharaonique. Alors on est déjà aussi sur le pourquoi de demain dans cette histoire-là. Mais le pourquoi d'Adrien Comble ce soir, c'est pourquoi l'Arabie Saoudite devient l'épicentre du sport mondial. Vous étiez avec nous, vous avez vu la Formule 1, la boxe, le football, la Coupe du Monde à venir, pourquoi pas les Jeux Olympiques. Voilà, tout ça, Émilie Ross, vous qui êtes une spécialiste de la com', on l'a bien compris, comme le disait Pascal Boniface, notre grand témoin géopolitologue, c'est une manière aussi d'acheter une image. Oui, d'acheter une image, et ça fonctionne, parce que là, on se focalise sur le pays qui fait, mais il y a il y a plein d'événements qui se passent depuis X temps, et donc tout le monde y va aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une sorte de terrain d'entente. Il y a l'Arabie Saoudite qui veut effectivement s'acheter une image, ce qui ne dérange personne, parce que, enfin voilà, nous là où on se pose la question... Ce qui en dérange certains, mais ce qui ne dérange pas tout le monde. Bah, la preuve en est, parce qu'avec le nombre d'événements que tu as listés et le nombre de disciplines aussi couvertes, c'est quand même énorme. Donc c'est un coup de communication, certes. Après, passer par le sport, je trouve ça, moi, intelligent, dans le sens où aussi je sais qu'à l'inverse, le sport peut socialement apporter des choses et du coup politiquement apporter des choses. C'est plus long, c'est plus lent. Néanmoins, on sait que l'ouverture par le sport... Oui, l'ouverture par le... Et puis vous recevez énormément de personnes, donc vous êtes obligé aussi de vous repositionner, ou en tout cas de vous poser des questions que vous n'étiez pas posées avant. Après, Pierre Maturana, ça a été dit également par rapport au Qatar, qui avait été le premier à faire ce genre d'implantation par le sport, de développement de soft power, pour le mot qui est utilisé diplomatiquement, on va dire, ou politiquement. C'est un gigantesque pays, extrêmement puissant, très peuplé, avec beaucoup d'argent. On n'est pas encore en 2035 où il n'y aura plus de thermique, hein, on a bien compris. Donc, s'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir. Oui, je pense que si quelque chose que je ne savais pas, par exemple, c'est à quel point ils sont beaucoup plus riches que le Qatar. Je ne pensais pas que c'était une telle différence. Déjà, pour nous, le Qatar, ça paraît extrêmement riche, mais l'Arabie Saoudite est encore loin devant. Je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Je savais qu'il y a pas mal de projets en cours, etc. On voit que c'est un pays... Plus grand. C'est un pays qui voit très très loin, qui veut sans doute se placer parmi les plus grandes puissances du 21e siècle. Donc ça passe par le sport. La stratégie d'imitation fait que si ça a marché, s'ils le font, c'est que ça a marché quelque part pour le Qatar. Là, ça marche, la preuve. Ils ont des compètes. Donc il y a dû avoir un retour sur investissement très intéressant pour le Qatar, que ce soit en termes d'image, économiquement, etc. Parce que derrière, c'est des chantiers qui s'ouvrent, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Et l'Arabie Saoudite veut prendre ces pas-là, mais sans doute x2, quoi. On va réécouter justement Pascal Boniface, géopolitologue, qui nous a accordé un entretien tout à l'heure, parce qu'il nous disait que, 1, ils attendent aussi un retour sur investissement, et 2, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que leur investissement dans le sport, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont à côté. Pour l'instant, on investit. En fait, il y a des projets pharaoniques de villes nouvelles, d'équipements militaires, etc. Et finalement, ce qui est dépensé dans le sport, ça paraît important à l'échelle française, mais pour les Saoudiens, c'est un peu de l'argent de poche. Mais quelque part, il y a aussi une sorte d'investissement pour le futur. Les Saoudiens préparent la paix pétrole et ils savent que par la suite, le tourisme, les compétitions sportives pourront être non pas une source de dépenses, mais une source de revenus. Et puis il y a le football aussi, Bruno. Parce qu'ils ont aussi leur championnat où ils ont fait venir. Ouais. Au Qatar, ils ont essayé, mais le championnat n'a jamais pris. Puis il y a 3 spectateurs. Et puis ils vont avoir un naming également du côté de l'Atlético. Le stade de l'Atlético vient de changer de nom aujourd'hui, avec le nom de Riyad Stadium. Oui, parce qu'on a juste parlé de ce qui se passait en Arabie Saoudite, mais ce qui est assez drôle, entre guillemets, je vois Coupe d'Italie, Coupe d'Espagne, Supercoupe. Pour l'instant, si vous regardez bien, le Qatar a investi en France, que ce soit le PSG, mais aussi ailleurs. L'Arabie Saoudite, sur le sport, investi chez lui. C'est chez les autres, mais pas finalement en France. On sait que les clubs ont essayé. On sait que Marseille a souhaité et souhaite un actionnaire. Fantasmé. Oui, de quoi? Personne n'en a jamais entendu parler de cette histoire. Je ne sais pas. Certains. Jamais. Au grand jamais. C'est un fantasme depuis quelques années. Voilà. Monaco, c'est aussi le nom était dans les parages. Mais en fait, ce qui est intéressant, ils sont à Newcastle un peu. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, le sport français. Et je sais aussi que la Ligue priait tous les matins en se disant pourvu qu'ils viennent nous prendre notre super coupe pour voir le Paris Saint-Germain contre. Ils l'ont pas fait. Ça finit au parc en janvier, généralement. C'est ça.
Le PSG Toulouse de l'année dernière, ils n'ont pas réussi à le vendre. Ça se fait tranquillement, après les fêtes, pour digérer la dinde et le marron, on se fait ça. Voilà. Mais en tout cas, ils investissent effectivement dans le foot et ça commence à arriver. Mais parce que quelque part, je parle sous le contrôle de Nabil qui connaît bien la région, mais c'est aussi un pays de foot, quelque part. C'est un pays qui a fait énormément de Coupes du Monde. Non, mais on en avait déjà échangé, on avait déjà échangé. Pas dans sa Moi, je connais bien la région parisienne. Il est en train de s'en Le périph' est à 50 ans. C'est une équipe qui a disputé 6 des 8 dernières Coupes du Monde. Et surtout sur la Ligue des champions asiatiques. Je veux dire, Al Hilal a disputé les 5 dernières finales, on a remporté 3. Donc c'est déjà culturellement un pays de football. Et sur l'investissement, parce qu'on peut les rappeler, je sais que tout le monde connaît les noms, les grands noms qui sont partis là-bas. Tout d'abord, un petit peu les stars vieillissantes qui sont allées là-bas ou qui sont partis en pré-retraite. Merci de ne pas mettre Marès dans les vieillissantes. Oui, bon. Si, on va le mettre. Mais bon, il avait déjà fait répondez pas à vous. Voilà, il y a des grands noms qui sont allés là-bas. Mais ce qui a aussi attiré notre attention, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu rester encore longtemps dans notre vieille Europe et qui sont partis, des champions d'Espagne comme Enrique Laporte, Joao Cancelo, Steven Bergwijn ou Semawar, Mohamed Simakan. On en a beaucoup parlé lors du dernier mercato estival, qui aurait pu aller ailleurs qu'en Arabie Saoudite. Donc ça attire et c'est un pays de foot, je le rappelle. Mais est-ce que ça nous intéresse, nous? Les audiences sont pas folles. C'est ça. Mais ils ne le font pas pour nous, en fait. Non, voilà. Nous, ils s'en foutent qu'on regarde. Ils sont sur une autre polarité avec une autre zone, entre guillemets. Oui, puis le fait même que c'est diffusé, le championnat brésilien ou argentin n'est pas diffusé en France aujourd'hui. En revanche, l'Arabie Saoudite, c'est diffusé maintenant. Non, mais là où Raphaël a raison, c'est que c'est un pays culturellement qui aime le foot, qui aime le sport. Le Qatar, c'était pas le cas. Oui, le Qatar, c'est presque une cité-État, gigantesque, entre guillemets. L'Arabie Saoudite, je crois que c'est 40 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un football qui avait quand même un passé en termes de sélection nationale, parce que nous, on a vu la Coupe du Monde là avec Hervé Renard qui bat l'Argentine. Ils sont en 94. Mais bon, tout le monde se souvient de l'exploit de El Oheran, qui prend le ballon, qui dribble toute l'équipe de Belgique en 94 déjà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un championnat avec des rivalités dans la région. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno, la différence du Qatar, c'est qu'eux, en fait, ils font venir chez eux. Le Qatar, ils ont davantage investi à l'extérieur. Ils ont pris Marco Verratti. Pardon ? Ils ont Marco Verratti. Oui, ils ont pris. Non, mais les Saoudiens, c'est pour le développement, en fait, de leur championnat et de leur ligue. Là, ils ont 4 top clubs avec 4 top stars, enfin, avec des top stars. Et les autres clubs, au fur et à mesure, vont être également pourvus, entre guillemets. Peut-être pas de ballon d'or à chaque fois, mais c'est pour avoir une homogénéité à terme. Ensuite, c'est vrai, tu as raison, personne ne le regarde ici. Mais après, c'est le monde arabo-musulman, entre guillemets, toute la région. Là, tu pars du Maroc jusqu'en Afghanistan. Ces gens-là, ils sont câblés avec les chaînes pour regarder le championnat. Et d'avoir Messi, pas Messi, il n'est pas venu. Enfin, il prend quand même de l'argent, Messi, en Arabie Saoudite, parce qu'il fait semblant de ne pas vouloir aller jouer là-bas, mais il a quand même un accord en tant qu'ambassadeur pour le pays jusqu'à 2030. Toujours bon à rappeler au passage, parce que c'est vrai que certains sont tombés sur Ronaldo. Mais enfin, bon, bref. Vous avez raison. Non, mais bon, voilà, eux, pour les gamins, là-bas, ça les fait rêver de savoir qu'en Ligue d'Asie des Nations, parce qu'il y a la Ligue d'Asie des Nations, nous, notre Ligue européenne des Nations, Ligue des Champions qui est extraordinaire, mais qui regardait, pardon. Mais la Ligue asiatique, les joueurs de l'Arabie Saoudite, ils vont aller jouer contre des joueurs du Japon, de la Corée du Sud, d'Ouzbékistan. Donc c'est vaste, c'est un volume de population extraordinaire. Mais bien sûr, mais là, on a le sentiment, et vous avez très justement rappelé que c'était aussi une importance régionale. Et quand je parle de région, c'est vraiment une énorme partie du monde, et de cible, comme vous le dites justement. Mais il y avait aussi quand même, quand on voit ces images-là, une volonté de plaire aux Occidentaux, à ceux qui ne sont pas à l'origine de leur culture. Et quand on voit que la Formule 1 y va, mais alors tranquillement, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, je veux dire, ça devient ce qui était peut-être régional en termes de suprématie ou de séduction aux Occidentaux, ça devient un phénomène mondial, c'est tout le monde. Non, mais après, c'est sur d'autres projets, parce que c'est vrai que vous avez dit, je crois que tu as dit que le sport, c'était une partie. Après, ils sont, je sais pas, par exemple, ils sont candidats, alors je sais pas si ça a été attribué, mais à l'exposition universelle. Le sport, ça serait 4% des investissements. Ouais. Bon, on m'a dit, par exemple, le sport, ils ont une enveloppe de 20 milliards. 500 milliards, c'est 4%. Le sport, je crois qu'ils avaient une enveloppe de 20 milliards là, pour leur championnat, lancer, ramener faire venir, entre guillemets, des stars. Mais après, ils sont sur d'autres trucs. Culturellement, vous avez parlé, il y a l'exposition universelle. Et là où ils ont été forts, à mon sens, c'est d'avoir ressuscité la boxe anglaise. Parce que c'est bien d'avoir passé le tableau avec parce que les gars ne s'affrontaient pas.
C'est-à-dire que la boxe anglaise est en train de péricliter. Ouais. Tout le monde est en train de basculer sur le MMA. Bon, on va pas refaire pourquoi le MMA marche entre guillemets. Mais vous avez raison, ils essayent de redonner ces grands combats qui avaient lieu à Vegas. On se levait à 3h du matin pour les Tyson Holyfield ou autres, Hagler, Ernst pour les plus anciens, ou Léonard, ou alors même Ali en Afrique. Et maintenant, ça se passe là-bas. Bon, je pense qu'on a été complet sur tout ça. Bravo Adrien Courouble, merci pour ce pourquoi. On se retrouve demain, Adrien. Non, ça sera Georges Quirino-Chavez demain. Et ben dans un instant, autre sujet brûlant, on va vous parler du rachat du PFC. Le Paris FC va changer de propriétaire et ce n'est pas n'importe qui va amener son argent, son nom, son image. C'est le groupe LVMH. Voilà, la famille Arnault. La famille, l'homme le plus riche du monde, bon, allez, ça se joue à 2-3 à touche-touche avec Elon Musk, on est pour à 3 milliards près, qui va racheter le PFC aux côtés de Red Bull. On vous dit tout ça en plus du foutoir, à tout de suite.